Madame la directrice du musée Henriette Bathily, sa représentante qui est là au fond de la salle, Monsieur le représentant de la Fondation Baol au Sénégal, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, qualités et grades, mes chères sœurs de Yewi, mes autres chères sœurs, nos enfants, nos filles qui sont nées, ça c'est vraiment la surprise du jour, hein, en même temps que nous on était en train, et ça nous vieillit, mais ça nous donne de l'espoir parce que ça montre que la transmission est faite. Voilà. Alors, j'avoue que je suis là parce qu'on a attendu, on pensait avoir beaucoup de monde, mais c'est le Sénégal d'aujourd'hui. Je disais à Célie tout à l'heure, il ne faut pas s'inquiéter. Ce pays traverse une période difficile où les idées, tout ce qu'on pense comme alternative, ont du mal à passer. Les gens préfèrent aller à un Khawaré, c'est samedi, tranquille. Donc là où on essaie de trouver des idées pour sortir de la situation, les gens ont peur. C'est pas parce qu'ils ont peur. Il y a une peur qu'il y a dans ce pays que je ressens chaque jour. Mais ça me donne la pêche, ça me donne encore plus envie de faire les choses parce qu'il y a du travail. Ce pays doit changer et ça va commencer par les mentalités qu'on doit changer. Donc pour moi, c'est une nouvelle naissance comme en 84. Quand on a voulu lancer le mouvement Yewi, on était seuls. On était d'abord un petit noyau de 4 ou 5. On était dans un parti politique et on estimait que le parti ne faisait pas suffisamment pour les femmes. On s'est dit, on ne peut pas continuer à entendre, parce que c'était des partis de gauche, oui, après la révolution, on s'occupera des femmes. Nous, on a dit, on veut s'occuper des femmes maintenant. Et ce ne sont pas seulement les femmes de gauche, mais il faut qu'on touche les femmes dans leur ensemble. Et c'est pour ça que l'idée de Yewi, c'était transcender les clivages politiques. Et c'est parce que nous étions politiques que je vais vous demander maintenant de vous lever pour une minute de silence. Pourquoi une minute de silence? Le représentant m'a pris l'eau de la bouche, mais c'est parfait parce que j'apprécie beaucoup qu'il ait fait ce qu'il a dit maintenant. Alors, je voudrais vous demander une longue minute de silence et de prière pour deux choses. D'abord, en ce mois d'octobre rose, pour toutes les femmes atteintes du cancer du sein et du col de l'utérus, mais aussi pour celles qui ont perdu la bataille, afin qu'elles connaissent des béatitudes éternelles. Deuxièmement, pour toutes les victimes, les femmes et les enfants en particulier, de la barbarie aussi bien à Gaza qu'en Israël. Oui, car ce sont des victimes de ceux qui sont assoiffés de pouvoir. Et c'est le système patriarcal qui suscite en son sein des gens qui sont des guerriers et qui pensent qu'ils peuvent tout régler par la force. Nous devons prier pour que la Palestine devienne un État indépendant, afin que la paix règne dans cette partie du Moyen-Orient. Levez-vous pour une minute de silence. Cette minute de silence, c'est l'expression de l'engagement politique que Yewi a toujours eu. Nous nous sommes toujours battus et tenus auprès des gens les plus pauvres, les plus réprimés, et on disait que c'était la femme qui était la dernière partie de l'oppression que nos sociétés vivaient. Et ça nous a valu d'ailleurs pas mal de difficultés, parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Beaucoup de femmes ont eu du mal à adhérer à Yewi, parce que certaines pensaient que c'était trop politique, parce qu'on soulevait aussi la question de la domination politique, économique et sociale dans nos pays, en même temps que l'oppression des femmes. Et nous disions que l'oppression des femmes naît de la domination qui renforce les structures patriarcales, locales, traditionnelles, etc. Donc, pour nous, c'est évident qu'on ne pouvait commencer cette cérémonie d'aujourd'hui sans avoir un engagement politique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie de la Palestine. Alors, l'idée de ce film, je dois remercier Céliba et l'ancienne directrice qui, à l'époque, lors d'un contact que nous avions pour voir
comment on pouvait collaborer, avait émis l'idée, mais c'est vrai que, est-ce que les jeunes générations connaissent Yehu Yehui? Et je leur disais non, parce que nous, on est toutes arrivées à ce qu'on appelle le troisième âge, on n'a plus l'énergie qu'il faut, on n'a plus le... Mais surtout, les mentalités, l'état d'esprit des femmes est passé d'un féminisme qui essayait de comprendre les situations, de changer les mentalités, à ce que j'ai qualifié de féminisme alimentaire. C'est-à-dire, on s'engageait dans la cause des femmes pour des projets, pour ceci, pour cela, mais plus pour une recherche d'emploi et de sécurité que pour transformer le monde dans lequel nous vivions. Et c'est en ce sens que l'idée a été de faire un portrait de moi. Et je leur ai dit, un portrait de moi, je ne suis pas sûre que c'est suffisant. Mais j'ai proposé plutôt qu'on fasse l'histoire de Yehu Yehui, qui est un mouvement qui a marqué notre génération et que jusqu'à présent, tous ceux qui ont plus de 45 ans, quand ils parlent des femmes, ils commencent par dire « Est-ce que vous êtes Yehu Yehui ?» Parce que Yehu Yehui a été un coup de tonnerre ici au Sénégal. Parce que lorsqu'en 84, nous avons commencé ce petit groupe à nous réunir, nous avons dit « Il faut qu'on convoque toutes les femmes des partis politiques, toutes les femmes des associations. » Et nous avons eu une première rencontre à Blaise Senghor, au Centre culturel Blaise Senghor, où effectivement les femmes ont répondu, des représentantes de tous les partis politiques, y compris le PS qui était au pouvoir et qui estimait à l'époque qu'ils étaient les seuls à déterminer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors pourquoi un petit groupe de femmes convoque? Elles sont venues. On a eu plusieurs séances avec les partis politiques et les autres. Progressivement, quand on a commencé à discuter du contenu de ce qu'on voulait faire, certains ont eu peur, sont partis. Les partis politiques ont dit « Anna, c'est pas sûr, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de nous lancer dans une histoire politique. Et nous avons nos démarches politiques, on attend le jour où vous serez prêts. » On a continué. Parce qu'on croyait en un dicton qui dit « La persévérance signifie la victoire ». Et nous avons vaincu. Parce qu'au bout de 6 mois de discussion, nous avons produit ce qu'on a appelé « Appel aux femmes du Sénégal ». Et dans cet appel, on liste l'ensemble, on analyse d'abord la situation du Sénégal, puis on liste l'ensemble des problèmes que les femmes vivent en expliquant et en analysant que ce n'est pas parce que nous sommes femmes qu'on doit faire les choses. Mais on a expliqué ce que c'était le patriarcat, que c'était un système idéologique qui formate les gens et font croire à travers les préjugés, les cultures, les religions, etc., que la femme a un statut inférieur. Donc on doit l'accepter, c'est Dieu qui l'a décidé, on n'y peut rien. Or, l'homme et la femme ont été créés libres et égaux par Dieu dans toutes les religions. Si on regarde l'origine, on ne fait pas de différence. Donc, si Dieu a donné la même intelligence à l'homme et à la femme, il n'a pas, au cours des siècles, changé leur statut. Mais c'est le problème du pouvoir politique qui a été pris en charge par les hommes et qui ont concentré les femmes dans ce qu'on appelle la sphère domestique, la maison, les enfants, les travaux domestiques, etc. Et on a fini par croire que c'est ça le statut des femmes, que c'est ça le rôle des femmes. Donc comment mobiliser les femmes pour leur dire il n'y a pas que ça, parce qu'on ne disait pas il faut tout changer, mais il n'y a pas que ça, mais il y a autre chose. Vous pouvez être des personnes libres, intelligentes, capables de créer, capables d'innover, capables d'inventer une autre manière de vivre. Et nous croyons sincèrement que les changements en Afrique, sur le plan politique et idéologique, viendraient à partir de la démystification de l'oppression des femmes. Parce que c'est la libération de plus de 50% de notre population qui pouvait, par leur créativité, leur inventivité, arriver à repenser un monde nouveau. C'est vrai, nous étions des utopistes, parce qu'on croyait et on croit encore que le monde peut changer. Le monde, les inégalités qui existent aujourd'hui ne doivent pas continuer parce que ça n'a créé que la misère, la guerre, l'oppression, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, c'est pas uniquement parce que c'est des Palestiniens paumés, non, c'est parce qu'il y a des enjeux économiques, politiques importants qui font qu'aujourd'hui, les puissances de ce monde-là préfèrent fermer les yeux,
voir une population qu'on est en train de génocider complètement, uniquement pour satisfaire à une géopolitique internationale. Voilà les enjeux qui font qu'on ne peut pas parler de la femme en l'air, faire des projets de femmes, des petits projets. La preuve, ces projets existent depuis 1960. Est-ce que la situation de la femme a changé? Fondamentalement, même sur le plan économique. Est-ce que le statut des femmes a fondamentalement changé? Aujourd'hui, dans ce pays, nous, on en parlait à l'époque, on n'ose même plus parler de polygamie. À l'époque, en 80, on avait des débats sur la polygamie. On a donné notre position. On s'est battu pour quand il fallait revisiter le code de la famille. On était là au palais. À l'époque, c'était le palais de justice au Cap Manuel, avec les marabouts. Serigne Abdoul Aziz Sy Junior Ndeysaan. Il nous a écoutés. Il a dit, mais quand même, nous, on est là, des marabouts assis, et vous venez nous dire que c'est pas ça, alors que nous, on connaît le Coran. On leur dit, vous interprétez le Coran. Vous interprétez le Coran en fonction des intérêts masculins. Et c'est en ce sens que je veux remercier le professeur Babacar Samb, ici présent. Parce que Babacar Samb fait partie des hommes qui nous ont soutenus dès le départ. Lui, étant islamologue, il nous a fait toute une série de conférences. Dans les débats, il expliquait toujours la position de l'islam. On a eu aussi, par rapport à des débats sur la contraception, l'avortement, parce que j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, un prêtre, malheureusement il est décédé, l'abbé Léon Diouf, qui est venu à plusieurs reprises avec Babacar Samb et d'autres, nous faire des conférences sur la position de l'Église, comme il disait, qui n'était pas facile à assumer parce qu'elle était limitée. Elle n'allait pas jusqu'au bout de sa logique. Il y a aussi des hommes qui, malheureusement, d'eux sont à l'hôpital aujourd'hui. C'est Vieux Savané, qui était professeur de philosophie, Daouda Diop, que certains connaissent sous le vocable de Daouda Jean, parce que à cause de Yehui Yehui, il s'est intéressé à la cause de la femme et est devenu expert en genre, qui va dans toute l'Afrique de l'Ouest parler du genre. Et Daouda, c'est ici, avec Yehui Yehui, qu'il a compris le système patriarcal et qu'on a passé des heures à leur expliquer. Je veux dire seulement, quelqu'un comme Serigne Moustapha Sy, qui maintenant a développé une frange féminine, Oustaz, tu te souviens, les débats qu'on a eus, Moustapha Sy, ils ont envoyé à l'époque une escouade de jeunes musulmans pour venir nous attaquer pendant nos conférences. Parce qu'on était arrivé à des niveaux de violence physique. Les jeunes sont venus, ils ont voulu casser la conférence, etc. On a tenu, on s'est battu. Ça lui a créé quelque chose. Il a dit, mais je ne comprends pas, parce que certaines de ces femmes-là, je les connais. Ce que vous me dites d'elles, qu'elles sont contre le mariage, ce sont des lesbiennes, elles ne mettent pas de soutien-gorge, des choses d'un niveau très primaire. Et il a dit, je vous invite à un débat. Pensant que peut-être nous aurions peur, on a été dans leur siège, parce qu'on a dit, on va dans votre siège pour vous montrer que les idées que nous défendons, nous y croyons fermement, profondément, et on est prêt à tout. On a été au siège des Moustarchidines, c'était à l'époque à la zone B. On est resté peut-être 4 heures à 5 heures à échanger avec eux. À la fin, Serigne Moustapha Sy a dit, franchement, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. Et je pense que vous avez raison et je vous soutiendrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on a invité Fatima Mernissi, sociologue qui est décédée à présent, pour venir parler des femmes dans l'islam, à l'université de Dakar, on a eu le courage, le culot même, de demander au recteur de nous donner la plus grande salle qui était la salle de faculté de droit. Pour celles qui ont et ceux qui ont assisté, la salle était archi-comble. Il y avait plus de 1500 sièges pleins. Les gens étaient assis par tiers. Donc peut-être le tiers était des gens qui venaient des groupes Ibadou, du Moustarchidine et le groupe de Sidi Lamine Niasse. Ils étaient venus pour porter la contradiction à Fatima Mernissi, oubliant qu'elle était sociologue, spécialiste de l'islam, qui avait été une des premières à écrire sur les femmes dans l'islam. Et ce fut un grand débat, parce que certains criaient
crié, parce qu'il ne voulait pas que la conférence ait lieu, la conférence a eu lieu. Et ce monsieur a eu le courage de se lever en arabe et de leur parler et de leur expliquer pourquoi les femmes sont là. Donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Parce qu'on est sorti officiellement en 85, on a eu toute une série d'activités qui représentaient notre engagement. Engagement politique, engagement social, engagement citoyen. Parce que les femmes, on n'est pas seulement cantonné à un aspect. C'est une approche systémique. On a déconstruit, on a commencé à poser des problèmes que les gens n'osaient pas soulever. Et la presse, à l'époque, vous savez, il y avait un journal, Le Soleil. Il y avait une radio, la radio RTS. Et il y avait une télévision. Si vous réalisez un peu dans quelles conditions on travaillait, toucher les gens était la chose la plus difficile. Mais on a reçu un soutien extraordinaire de la plupart des directeurs de ces médias-là, qui voyaient quelque chose de nouveau. Bara Diouf, qui était le directeur du Soleil, a dit non. Le courage que vous avez, on n'a jamais vu des gens oser se lever contre les marabouts, etc. et donner un point de vue. Il a dit, moi, je vous donne la capacité de répondre parce qu'un journaliste du Soleil avait pris pendant une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours, il a fait soi-disant un dossier sur le féminisme et les féministes sénégalaises, où il nous a traités vraiment. C'était incroyable parce que c'était plus un journaliste. Il sortait sa rancœur. Bon, bien sûr, c'était un Ibadou, on a trouvé que bon, c'était un frère musulman, donc c'était pas étonnant. Mais il a sorti sa rancœur et effectivement, à l'époque, un journal, tout le monde lisait le Soleil. On a dit non, on ne se laisse pas faire. On a été au Soleil en délégation. On a forcé la porte du directeur du Soleil, Bara Diouf, qui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On dit non, on apporte notre droit de réponse. Parce qu'il n'a pas le droit de nous traiter comme ça et on ne répond pas. Je donne ces exemples qui sont forts. Il a dit, d'accord, le lendemain, à la une du Soleil, il y avait notre réponse. Et nous en avons profité pour dire, c'est l'occasion d'expliquer aux gens qui nous sommes, pourquoi nous nous levons, quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés. Et d'ailleurs, ce texte, j'ai apporté encore là, ça a permis à beaucoup de gens qui avaient des doutes de l'accepter. Mais vous savez, les Sénégalais, ils sont bien quand ils sont devant leur télévision, surtout les femmes. Quand elles me disaient, Marie-Angélique, franchement, vous les femmes là, vous avez le courage, mais tu sais, nous, si on sort, déjà on est deuxième épouse, ou le gars risque d'aller prendre une autre femme, on n'ose pas. Mais on a vu que sur le plan social, nous qui nous définissions comme un mouvement d'influence, nous avons eu cette influence. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, je sors, je vais dans des endroits où il y a du monde, il y aura toujours des gens qui viennent chahuter. Mais il faut bouger, on ne vous entend plus. Parce que ça a marqué cette époque, qui était une époque de foisonnement politique, où les femmes ne parlaient pas tellement. Bien sûr, quand il s'agit de faire des projets, les gens étaient d'accord, il n'y a pas de problème, on peut vous donner quelques miettes, vous continuez à faire vos petits projets. Mais nous, on disait, même la structure économique, il faut la bouleverser pour donner aux femmes le droit au travail égal à celui des hommes. Qu'on a remis en question la question des salaires, en posant le principe à travail égal, salaire égal, etc., etc. Je pourrais parler pendant des heures de ce qui a été fait. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a eu la chance de mettre quelques mots à travers ces capsules. Et je pense que les gens de la nouvelle génération, toi, mais il y en a des plus jeunes encore, devraient prendre le temps de s'asseoir, d'écouter et de dire en quoi ce débat qui a commencé, nous on peut l'approfondir, le mettre dans le temps historique d'aujourd'hui, parce qu'il y a une manière de penser, il y a une manière de vivre, il y a un individualisme consumériste qui s'est développé dans notre pays qui n'existait pas. Nous étions des militantes. Ça veut dire qu'on se réveillait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et on était toutes des femmes professionnelles. On n'a jamais reçu de financement de l'État. Alors qu'à l'époque, il y avait un ministère, jamais ils nous ont financé. On cotisait, on allait chercher des amis qui nous donnaient dans le business, etc. On a sorti un journal qui s'appelait FIPO. On a été négocié avec l'agence
de distribution de la presse. Quand le directeur a vu notre maquette, il a dit « mais ça, on peut même en faire un journal qu'on va vendre ». Malheureusement, on a sorti 2 numéros. Lui, il a été liquidé de sa position. Et le directeur qui est venu nous a dit « moi, j'ai 2 femmes, vraiment, je ne peux pas perdre du temps avec vous, parce que vous ne réglez pas mon problème ». Vous voyez, on a créé le prix Alensi Toé Diatta. On a donné le prix politique à Thomas Sankara. Parce qu'on estimait à l'époque, c'était le seul chef d'État africain qui montrait des velléités féministes. Il avait décidé que tous les postes de direction, quand il y avait un homme, le numéro 2 devait être une femme. Et quand il y avait une femme, le numéro 2 devait être un homme. Ce qui fait que, au Burkina, jusqu'à présent, dans toute la haute administration, vous trouvez plus de femmes que n'importe où ailleurs en Afrique, parce qu'il a créé un esprit, une culture qui est devenue importante. Il était tellement content qu'il a envoyé une délégation spéciale avec les femmes des différentes associations et une femme ministre, Joséphine Ouédraogo, qui était dans la transition, qui sont venues ici pour recevoir le prix. Mais surtout, il nous a invités après à aller au Burkina lors des fêtes de l'indépendance. Il nous a envoyé un avion qui nous a pris ici pour venir. Je ne vous dis pas toutes les difficultés qu'on a eues à l'époque avec la ministre des Femmes qui ne comprenait pas pourquoi on va donner un prix à Sankara alors que le président Abdou Diouf était là, qu'il faisait pour les femmes, tititi, tatata. On lui a dit oui, mais même dans votre ministère, il y a combien de femmes d'abord dans le gouvernement, etc. On a été au Burkina. Il a organisé avec plus de 1000 femmes. Il nous a organisé des rencontres. On a discuté parce qu'il disait aux femmes burkinabées, j'aimerais que vous ayez le courage de cette Sénégalaise-là, que vous ayez envie de changer votre situation. Parce que nous, on lui a décerné le prix en disant, quand un chef d'État est féministe, le pays peut changer. Parce qu'il prend des décisions, des mesures et des lois pour les femmes. Voilà tout ce dont on a discuté. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on comprenne que ce n'était pas un mouvement de style charité. On posait les problèmes parce qu'on a dit, on s'est défini comme mouvement d'influence. Maintenant, le mot influence est à la mode, hein, on parle des influenceurs. On a été les premiers à l'utiliser et tout le monde nous reprochait, oui, c'est intellectuel, vous ne voulez pas toucher la masse. On touchait la masse quand on parlait en Wolof. Quand on a organisé des débats à la télévision, avec des hommes qu'ils avaient choisis, sachant qu'ils étaient contre le féminisme. Des débats qui devaient durer 1 heure ont duré 3 heures. Les hommes ont été obligés de reconnaître qu'on avait raison. Ils ont demandé un 2e débat. Vous savez, après, le terrain était déblayé. Beaucoup de gens sont venus, on parlait de femmes, 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 mais ne disent pas féminisme. Maintenant, on dit tout le monde féministe. Mais le féminisme a une signification profonde. C'est un système idéologique qui touche l'ensemble des systèmes économiques, socio-culturels. Donc si on ne le comprend pas, on reste à la surface et c'est ce qui nous arrive. En tout cas, merci d'être venu. J'espère que vous aurez beaucoup à dire après, mais surtout le suivi. Que les jeunes générations prennent en charge cette histoire et commencent à reconstituer des débats, des échanges. Qu'on ait le culot d'aller dans les radios, de se faire inviter, d'aller à la télévision, il y en a plein en plus maintenant, d'aller là où il y a des forces rétrogrades, conservatrices, que ce soit des religieuses. Il faut qu'on leur porte la contradiction, on n'a pas peur, on est des citoyens, on a les mêmes droits. Et quand ils ont vu que physiquement on n'avait pas peur, qu'on a été partout où ils nous ont été, ils se sont repliés vers la mosquée inachevée de Yoff, et pour nous insulter, nous traiter de tous les noms. Donc voilà un peu l'atmosphère de l'époque. Mais je pense que maintenant, vous avez droit à plus de médias. C'est à vous d'en profiter et de changer, de transformer cette société. Merci. Merci beaucoup.